Il y a quelque chose que nous disons trop rarement dans le milieu du yoga, quelque chose que nous valorisons parfois même un petit peu trop et qui parfois est même vu comme une vertu. Avancer seul, trouver ses réponses, trouver ses formations, trouver soi-même quel est son chemin, ne pas avoir besoin de l'autre. Alors dans cet épisode, je vais questionner cette posture, pas pour dire que la solitude est mauvaise, loin de là, moi-même j'adore être seule, mais plutôt pour nommer ce qu'elle nous coûte parfois, pour aller montrer cet autre pendant. On n'en a pas toujours conscience. Et un regard extérieur, le bon au bon moment, peut vraiment complètement changer à la fois ta pratique et ta transmission. Bienvenue dans Tout est déjà là, le podcast qui inspire et accompagne les guides de yoga. Je suis Anne-Gaëlle Guillot, ton hôte, guide de yoga et formatrice depuis 2012 et aussi pratiquante depuis quelques années en plus. Aujourd'hui, je voulais te parler de quelque chose qu'on aborde encore, je trouve, trop peu dans notre univers, c'est le rapport à l'accompagnement en tant que guide de yoga. Il est surprenant comme parfois, il faut regarder ailleurs pour mieux percevoir et comprendre quelque chose. C'est une réflexion que je me suis fait il y a quelques années, que j'avais notée dans mon journal, et j'étais alors accompagnée par un mentor, non pas sur une pratique de yoga, une formation ou une certification, mais bien par un accompagnement en tant que formatrice et pédagogue pour à la fois asseoir ma posture, mais aussi pour avoir un nouveau souffle dans cette posture. Est-ce que toi, il t'est déjà arrivé, par exemple, de préparer une séquence pendant des heures et au moment où tu l'as guidée, tu as senti qu'il y avait quelque chose qui collait pas, qui était un peu bancal sans pouvoir vraiment mettre le doigt dessus? Ou peut-être que dans ta pratique personnelle, tu as l'impression de tourner en rond, tu as envie d'avoir un nouvel élan ou un regard d'extérieur pour pouvoir aborder d'autres sujets. Alors cet épisode, il est pour toi. Il est pour toi si tu enseignes le yoga et que tu te demandes parfois comment continuer à progresser dans ta transmission sans avoir forcément un regard extérieur à date. Et il est aussi pour toi si tu es une pratiquante régulière et que tu sens que ta pratique a besoin d'un nouvel angle, d'un accompagnement, tout simplement d'un petit coup de pouce pour avancer et progresser. Dans cette première partie du podcast, j'aimerais aborder trois situations. Trois situations que j'ai rencontrées en tant que mentor auprès de guides de yoga, trois moments où quelque chose a changé, pas parce que la personne a travaillé avec moi pendant des heures ou qu'elle a appris des nouvelles techniques ou autres, non, juste parce que ensemble on a fait un pas de côté sur certains points et qu'elle m'a permis de nommer ce que j'observais pour qu'on puisse en discuter et que cette personne puisse faire son cheminement. Le premier moment, le premier exemple dont je voudrais te parler, c'est une guide en fait qui m'a apporté une session de Yin Yoga. C'est une session qu'elle adorait enseigner. Il faut savoir que dans mes mentorings, on va aborder aussi bien les séquences que tu n'aimes pas aborder, les postures qui te posent problème, les transitions sur lesquelles tu te questionnes, que ce que tu aimes faire et transmettre. C'est-à-dire que je regarde tout. J'ai vraiment un regard global. Et en regardant cette séquence, mais elle m'a dit: «Oui, j'adore l'enseigner, je la trouve très fluide, j'aime beaucoup le thème». C'est vrai qu'elle était très agréable. J'aime beaucoup ce qui se passe, en fait, quand je l'enseigne et ses élèves aussi, quand elles repartaient de la séquence, elles avaient le sourire, ça se passait bien. Mais voilà, elle m'a quand même présenté la séquence, donc je lui ai dit: «C'est qu'il y a quelque chose à regarder». Donc on est allé voir un petit peu plus en détail et en l'analysant avec elle, en fait, il y a quelque chose que j'ai perçu qu'elle n'avait pas perçu elle, parce qu'elle était emportée par le thème de la séquence qui était l'ancrage. Et en fait, pendant toute la séquence, elle a fait beaucoup de flexions avant, donc elle avait cette sensation de fermer, fermer, fermer le corps, entre guillemets. Et ce qui me manquait dans cette séquence, en fait, je lui ai dit, c'est en fait un mouvement complémentaire ou un mouvement qui soit totalement à l'opposé de ce que tu proposes. C'est-à-dire de pouvoir, dans cet ancrage, le vivre avec des mouvements de flexion avant, en effet, qui en yin yoga favorisent l'ancrage, mais aussi pouvoir nourrir dans cet ancrage peut-être un mouvement différent pour le ressentir dans une autre direction, mais surtout pour permettre aussi au corps de vivre d'autres postures et d'autres mouvements avant de repartir. C'est-à-dire que pendant sa session, pour moi, en tout cas, il est important en tant que guide que le corps soit sollicité dans plusieurs amplitudes de mouvement. Alors, comme les personnes reviennent toutes les semaines, tu peux combiner et faire des séquences qui parfois font des focus sur un mouvement, mais c'est vrai qu'il est quand même agréable dans les transitions, ou dans des postures à la fin ou au milieu de la pratique, de proposer des mouvements qui soient complémentaires ou qui puissent, encore une fois, faire explorer ton concept dans une autre posture. De ne pas rester tout le temps dans la même direction. Et cette séquence, en fait, elle ancrait très bien ses élèves, les pratiquantes qui venaient la voir. Elles se sentaient vraiment stables en partant, bien, mais il y avait une certaine lourdeur quand même. Il y avait quand même quelque chose qui était de l'ordre de, «J'ai du mal à sortir d'eux. J'y suis bien, mais j'ai du mal à en sortir». Parce qu'il y avait pas eu cet élan. Et en fait, dès l'instant où on a pu nommer cet angle mort, elle a pu
agir et mener des actions pour amener de la lumière dans cet angle mort. Et c'est pas du tout une erreur, hein. Un angle mort, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, par définition. Mais en fait, elle a intégré cette notion peut-être d'équilibrer un peu plus les mouvements, de les varier davantage dans les séquences et ça lui a apporté encore plus d'aisance et de créativité. Donc elle, en tant que guide, elle a adoré ça parce qu'elle s'est donné peut-être plus de liberté par rapport à ce qu'elle faisait avant. Et les pratiquantes, en fait, ont aussi vu des bénéfices parce que, par exemple, quand tu fais tout le temps des flexions avant au niveau des hanches, ben, si tu rajoutes une abduction ou une flexion arrière, une extension de hanche, et ben, du coup, tu peux avoir aussi cette sensation quand tu te relèves de la séquence, bah, d'être beaucoup plus légère parce que l'articulation a été sollicitée dans plusieurs mouvements, tout simplement. Et encore une fois, c'est pas quelque chose qui est de l'ordre de l'erreur, c'est quelque chose que moi j'ai acquis avec mes 14 ans de transmission, mes 20 ans de pratique, en fait. C'est des choses que j'ai pu observer et noter et que je peux du coup transmettre. L'autre situation que j'ai envie de te partager, c'est une guide en fait qui m'a contactée parce qu'elle perdait des élèves. Elle s'est rendue compte qu'en fait, il y avait un noyau qui restait, mais petit à petit, les élèves certains élèves en tout cas, semblaient partir ou en tout cas ne revenaient pas régulièrement. Ils étaient beaucoup moins assidus et donc à chaque fois, elle avait un peu la sensation aussi de devoir reprendre les bases, de devoir reprendre un thème, de devoir reprendre une posture parce que des personnes ne sont pas là pendant 2, 3 semaines et puis reviennent, réapparaissent. Et quand tu fais comme moi aussi des cours, on va dire progressifs, parfois c'est vrai que c'est des choses qui peuvent empêcher le groupe d'avancer dans la même direction. Donc c'est bien de le questionner, c'est bien aussi de l'accueillir. Mais elle, voilà, elle me disait, je m'interroge vraiment parce que ça fait quelques mois, voire une année, que je vois les personnes, mon groupe s'étioler en fait et pas de nouveaux arrivants. Donc elle préparait très bien ses cours, elle aussi, elle était présente, elle adorait ce qu'elle fait. Vraiment, c'est une personne qui adore transmettre, qui adore le yoga, qui est passionnée aussi par le fait d'accueillir et les personnes. Il y a quelque chose qui est apparu assez vite par contre dans nos échanges, c'est qu'elle guidait énormément depuis sa tête et pas depuis son corps. C'est-à-dire que sa voix était juste, ses mots étaient très précis, bien trouvés, variés, mais il y avait une légère déconnexion entre ce qu'elle disait et ce qu'elle incarnait. Et en fait, ce décalage, qu'elle percevait sans réussir à le nommer et elle n'avait pas les outils non plus pour le désamorcer, ce qui fait qu'en fait, ce décalage a nourri ce mental qui a continué à percevoir un décalage, une certaine déconnexion et qui du coup a renforcé le mental. Tu vois où je veux en venir? C'est-à-dire que la tête a pris de plus en plus de place parce elle a été amenée à réfléchir de plus en plus. Certainement, enfin, en tout cas dans nos échanges, il y avait des peurs qui se présentaient, financières, la reconnaissance, la légitimité aussi. Et donc le mental prenait de plus en plus d'espace. Donc il y avait ce premier décalage qui s'est créé et puis qui a été nourri par cette situation. Donc la présence, il faut savoir que ça se travaille aussi et que c'est normal que parfois on la perde parce qu'on vit des choses, on est des êtres humains. Faut pas oublier qu'en tant que guide de yoga, on est aussi, en train de créer des séquences quand on nous voit pas. Quand on est en cours collectif avant on a peut-être enseigné en entreprise, on a une famille, on a aussi des choses du quotidien à faire, les courses, le ménage, comme tout le monde en fait. Et donc la présence, ça se travaille et c'est aussi, des rituels que tu peux mettre en place aussi pour revenir un peu comme les acteurs avant qu'ils rentrent sur scène. Donc parfois, avoir un regard extérieur, quelqu'un pour te guider et pour te soutenir, ça te permet d'avoir un recul, en tout cas que toi tu peux pas avoir forcément sur toi-même. Une fois que cette guide a eu ce retour et que je lui ai dit: «Ben tiens, peut-être que si tu redescendais dans ton corps, l'incarnation va changer et donc ta posture va changer. Teste-le». Et donc sur l'accompagnement qui dure donc 6 semaines, on avait étiolé un petit peu parce qu'elle avait besoin d'un peu plus de temps. Je crois qu'on avait fait du coup l'accompagnement sur 10 semaines et donc cette personne en fait m'a fait le retour au bout de 4, 5 semaines qu'en effet elle sentait elle déjà dans son cours qu'elle était plus présente et surtout qu'elle avait plus de capacité à adapter les séquences puisqu'elle était beaucoup plus présente et donc d'aller à la rencontre des corps qui se présentaient. Elle n'était pas dans le mental de la séquence qu'elle avait bien préparée, qu'elle aimait, et cetera. Elle était dans cette possibilité de l'instant présent. Et les élèves l'ont perçu et ils ont senti aussi que cette qualité de présence a changé. Ils ont senti qu'elle s'était peut-être un peu allégée, et en fait, progressivement, le groupe s'est réétoffé et elle a retrouvé une stabilité et la moralité entre guillemets, s'il devait y en avoir une dans cette expérience, j'ai la moralité parce que j'adore les contes et les légendes et souvent, les anciens contes et légendes finissent par la moralité de cette histoire. Mais en fait, ce que moi j'en ai tiré là-dedans, c'est que en tant que guide, on peut être très vite déconnecté de notre corps si on reste dans la matière. Si on se préoccupe surtout du financier, de l'organisation, de la logistique, de la vie du quotidien, comme je l'évoquais avant, on peut perdre cette connexion au corps et cette intuition. Donc c'est pour nous hyper important de nourrir cette connexion, de la conserver et quand elle s'étiole, parce que c'est humain, de la retisser, de la renforcer en repratiquant peut-être davantage ou en cherchant d'autres pratiques.
Une autre situation que je voulais te partager, c'est une personne qui venait me voir plus sur son chemin spirituel. En fait, elle ressentait comme si quelque chose, résistait dans sa pratique, comme une forme de «plateau» entre guillemets. Alors, c'est vrai que c'est un terme qui est peut-être un petit peu plus dans l'apprentissage, moins dans une sadhana, mais voilà, ça faisait comme un plateau dans sa pratique personnelle. Ça faisait plusieurs mois, plusieurs années que ça durait. Elle persistait, elle avait la discipline, mais elle sentait que voilà, malgré la discipline, malgré l'envie, bah, il y a quelque chose qui semblait vraiment être en résistance et en frottement. Et en fait, dans sa sadhana, elle continuait cette exploration de posture, de méditation, elle étudiait les textes. Mais en fait, dans ces espaces-là, elle a eu l'impression de répéter les mêmes gestes. Elle a eu l'impression d'avoir un ressenti, de ne pas avancer. En gros, elle était tombée dans quelque chose qui était plus de l'ordre de l'automatisme que du cheminement. Donc, ce qui est apparu au fil de nos échanges, c'est qu'elle n'avait pas réellement nommé ce qu'elle recherchait dans sa pratique, ce qui l'inspirait, ce qui l'attirait en fait. Ces questions, en fait, elles peuvent être difficiles à se poser seule et parfois on a besoin d'un espace de dialogue pour les laisser émerger et surtout les laisser se préciser. C'est-à-dire de créer un espace à la fois où il y a un échange avec une personne qui a le recul et une personne qui a ce ressenti, mais aussi des temps de silence et des temps, on va dire, de réflexion et de cheminement pour pouvoir les nommer, les clarifier et donc les préciser. Et en fait, une fois qu'elle a pu poser à voix haute et par écrit, ce qu'elle recherchait dans sa pratique, ça a pris une autre dimension pour elle. Et elle a pas appris de nouvelles techniques comme tu peux le comprendre, elle a pas, fait de nouvelles formations, mais elle a clairement posé pourquoi elle voulait pratiquer aujourd'hui en tout cas, ce qui peut évoluer. Mais en fait, la place que ça occupe dans sa vie, les outils qu'elle va suivre, pour répondre à ses interrogations, pour explorer et en fait, le fait d'avoir clarifié tout ça, le fait de savoir dans quelle direction elle veut aller, ça a apporté une nouvelle dimension à sa transmission aussi. Parce ça a redonné du sens et ça a redonné une vision à moyen et long terme. Donc ces 3 situations, tu l'as peut-être senti, elles ont un point commun, c'est qu'elles n'ont pas été résolues par plus de travail ou par des heures d'études. Elles l'ont été en fait par un espace de partage, de guidance et de dialogue. C'est-à-dire un espace où moi j'ai pu nommer des choses et observer comment ça faisait écho chez elles pour qu'elles puissent elles aussi trouver leur chemin. C'est un regard extérieur en fait qui permet de percevoir ce que toi, seul, tu ne peux pas percevoir. Et c'est exactement ce que j'ai voulu créer avec Expansion. Expansion, en fait, c'est un espace de travail sur mesure. Toutes les 2 semaines, pendant 6 semaines en moyenne, comme tu l'auras compris, on a un rendez-vous avec une session de 2 heures en visio. Pendant cette session, on peut faire aussi en présentiel, c'est en Côte d'Armor en Bretagne. En fait, pendant cette session, on va aborder, des points de questions sur du séquençage, sur de la pédagogie, sur un chemin spirituel, sur, la mise en place d'une plateforme en ligne, sur l'équipement professionnel et en fait, on va échanger et avancer depuis l'espace où toi tu te trouves et on va aller vers celui que tu souhaites voir se réaliser. Donc je te propose aussi un suivi entre les sessions, par message, que ce soit par WhatsApp, par email, par SMS, le biais qui pour toi est le plus naturel en fait et un accès, pendant toute la durée de l'accompagnement à ma plateforme Evolve Yoga Shala et à ses contenus en replay. Donc c'est des sessions hebdomadaires et des ateliers de Yin Yoga, de danse du dragon, de Yang Yoga, de Vinyasa, de Yoga Nidra, de Pranayama en fait et tous ces outils plus mon expérience, de 20 ans de pratique et de 14 ans d'enseignement, je les mets vraiment au service pour des actions concrètes et des changements incarnés et donc durables. Parce que l'idée, c'est pas du tout de discuter pendant 6-10 semaines, de se poser des questions existentielles, de repartir avec peut-être un sac de questions supplémentaires. L'idée, c'est que quand tu fais un mentoring, tu puisses repartir avec des leviers, en fait, qu'il y ait un changement rapide et qu'on puisse en discuter de ces changements. Comme tu l'as vu dans les exemples, ça peut être en termes de position, mais tes changements, ils peuvent aussi être en termes de, d'angle dans lequel tu te places ou, de la façon dont tu présentes des choses. Donc si tu sens que ça t'appelle, surtout n'hésite pas à me contacter pour qu'on en discute. Tu peux m'envoyer un email, tu peux me contacter sur Instagram. Je fais une pause dans mes accompagnements en juillet-août, donc on peut soit le débuter avant l'été, soit en discuter maintenant pour le débuter à la rentrée. C'est toi qui vois ce qui est le plus confortable pour toi, soit d'être prête pour la rentrée, soit de débuter tranquillement et de laisser passer l'été. Mais en tout cas, n'hésite vraiment pas à me contacter pour en parler, parce que je peux sûrement clarifier plein de questions que tu te poses en amont. Ce que j'aimerais aussi aborder, c'est que, en tant que guide, il y a aussi des moments dans une pratique personnelle où, comment dire? Les choses semblent changer et évoluer sans qu'on sache quoi faire de ça. Et ces changements, ça peut être lié à des changements de vie, ça peut être lié à des changements de perception, à des questionnements. Mais en tout cas, je vais te parler là, dans cette rubrique de 3 signaux, que je reconnais souvent et qui pourraient peut-être toi aussi te guider et te permettre de clarifier.
Alors le premier signal souvent que moi je perçois, chez moi, mais aussi chez les autres, c'est la pratique qui semble un petit peu rétrécir. C'est-à-dire que tu pratiques depuis un moment, tu remarques que tu fais toujours la même chose, les mêmes postures, dans le même ordre, avec la même intention, peut-être même la même musique et c'est pas du tout par paresse, mais c'est par habitude ou par automatisme. Alors autant il y a des lignées comme l'ashtanga où, c'est cadré et l'intention est justement d'avoir un cadre précis pour observer comment on évolue dans ce cadre précis au fil des années de la pratique, autant pour beaucoup de personnes, avoir une pratique qui est vraiment, rigide, parce que c'est pas le cas de l'ashtanga, c'est pour ça que j'utilise ce mot-là, avoir cette sensation d'être bloqué dans quelque chose et puis au bout d'un moment se dire: «Tiens, c'est bizarre, mais j'ai l'impression, il y a un truc qui est pas aligné avec ce que moi je recherche». Il faut savoir que le yoga, il est vraiment très riche de pratiques et il contient des dimensions que tu n'as sûrement pas encore touchées. Et les pranayamas, les mudras, la philosophie du yoga, les textes, le yoga nidra, la méditation, la danse du dragon, tout ça, en fait, c'est des pratiques, des dimensions qui peuvent ouvrir de nouvelles portes chez toi et dans ta pratique personnelle, donc dans ta sadhana. Pour les explorer, par contre, il faut souvent quelqu'un qui te guide, vers ce que tu ne connais pas encore. C'est logique, parce que par définition, tu ne peux pas chercher ce que tu ne sais pas qu'il existe. Donc c'est aussi pour ça que les mentorings sont là. Parfois, c'est pour nous orienter, nous diriger vers quelque chose auquel on n'aurait pas pensé parce qu'on ne le connaît pas ou on n'aurait pas pensé: «Tiens, bah, c'est peut-être le moment de l'intégrer». Alors j'ai une question pour toi, pour ce 1er point, en fait, en tout cas ce premier signal. Est-ce que tu es appelé au mouvement ou au contraire à l'immobilité en ce moment dans ta pratique? Est-ce que tu es appelé à l'étude du souffle? Et qu'est-ce que ton intuition vraiment t'invite à explorer? Et derrière, passe à l'action. Donne-toi le droit d'aller explorer, de trouver les bons outils pour le faire. Le deuxième signal, c'est la question sans réponse. J'ai appelé ça la question sans réponse. En fait, tu vis quelque chose dans ta pratique, une sensation physique particulière, une émotion qui revient dans la même posture régulièrement, une résistance que tu n'arrives pas à comprendre. Et en fait, tu ne sais pas vers qui te tourner pour en parler. C'est-à-dire que tu es là, c'est un vécu, mais une fois que tu l'as vécu, tu te dis: «Mais je ne sais vraiment pas à qui m'adresser, avec qui questionner ce qui est en train de se passer». Et souvent, ces questions restent sans réponse parce qu'en fait, tu ne sais pas à qui les poser et une question sans réponse, trop longtemps, ça peut décourager, ça peut aussi détourner, de son message. C'est-à-dire que si tu as souvent la même émotion dans la même posture, il y a quelque chose qui se passe à la fois peut-être de physiologique, de psychologique, d'émotionnel et si tu es pas, dirigé vers la bonne personne compétente, je dis bien compétente, les profs de yoga ne sont pas des psychologues encore une fois, enfin rarement, parfois ça arrive, mais en tout cas, j'imagine que même quand on est psy et prof de yoga, on cloisonne ces 2 pratiques, mais ça peut détourner du message. C'est-à-dire qu'on se dit: «Ah bah, bon bah, si je fais le papillon, je vais encore ressentir ça, donc bah, voilà, c'est normal, c'est parce que je fais la posture du papillon» et en fait, on du coup, on contourne le message que la posture cherche peut-être à nous donner ou la pratique en tout cas et puis, ça peut aussi créer des tensions, dont va s'emparer le mental, tu peux en être sûr. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui crée un inconfort, une résistance, un mal-être, bah, en fait, le mental va le saisir, tout de suite pour te raconter des histoires et t'éloigner encore une fois du sujet. C'est sa spécialité. Donc c'est, comme un plafond invisible ou une porte qui se referme dans ta pratique, en ayant conscience ou pas. Donc demande-toi sincèrement, est-ce qu'il y a des postures que tu évites parce qu'elles sont plus inconfortables, émotionnellement ou physiquement? Est-ce qu'il y a des concepts qui t'attirent, mais comme ton mental n'arrive pas à les appréhender, tu les as laissés de côté? Et encore une fois, mène les actions, passe à l'action, aborde ces sujets, pratique ces postures, découvre pourquoi, pour passer outre et découvrir autre chose. Mais fais-toi accompagner peut-être pour le faire. Troisième signal, c'est ta pratique en période difficile. Alors c'est quand on a des moments de vie, il y a des moments dans la vie où la pratique vraiment ça peut se compliquer un petit peu. Pas par manque de motivation, mais souvent c'est parce que la vie elle-même est un peu plus dense dans ces passages-là. Ça peut être, un changement d'adresse, un deuil, un changement majeur dans ta vie personnelle ou professionnelle, une période d'épuisement. En fait, dans ces moments forts, la pratique, elle peut devenir difficile à maintenir et encore plus difficile à maintenir quand on est seul et il y a une autre facette, c'est que pour certaines personnes, dans ces cas-là, quand on traverse un passage, la pratique devient vraiment urgente, mais on sent qu'on n'a pas l'énergie, pour le mettre en place seul ou en tout cas, on aimerait pouvoir avoir une personne compétente, experte pour nous dire: «Là, avec ce que tu traverses, on peut tester de pratiquer ça et de voir si ça t'accompagne, si ça te soutient et si ça t'amène bien vers quelque chose». Hem, que ce soit un type de yoga, une posture, un moment, voilà et en fait, quand elle est urgente et qu'elle devient comme un besoin vital, on ne sait pas forcément comment tisser les choses.
C'est pas en fait parce que ton système nerveux et tout ton être, ils sont déjà en train de gérer une zone d'intensité, ils sont peut-être même saturés et donc ils n'ont pas de disponibilité pour ça. Et pourtant, tu ressens l'appel ou tu ressens qu'il y a comme un décalage à ce moment-là. En fait, ces périodes, elles ont besoin encore une fois d'une pratique qui soit ajustée et adaptée à ta saison intérieure. Quelqu'un qui peut t'aider à trouver la forme juste de la pratique pour ce moment précis de ta vie, pour ce que tu es en train de traverser toi. Pas une méthode toute faite, je sais pas, ah bah, tu as déménagé donc du coup on va travailler ton ancrage. Non, quelqu'un qui déménage n'a peut-être pas forcément besoin de travailler son ancrage. C'est pas parce qu'on a l'impression d'être déraciné, que c'est ça. Peut-être qu'une personne qui déménage, elle a besoin aussi d'aller écouter son cœur. Peut-être qu'une personne qui déménage, au contraire, elle a besoin d'élan pour continuer ce mouvement, pour faire un peu durer ce déplacement aussi à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc c'est en dialoguant avec la personne qu'on trouve ces réponses-là et qu'on tisse des séquences et des pratiques sur mesure. Et c'est vraiment une passion pour moi de le faire. Donc ma question pour toi, c'est est-ce que tu sens que tu as besoin de ta pratique, mais que la faire seule, en fait, ça te demande un effort pour lequel tu n'as pas d'énergie en ce moment? Ou est-ce que tu cherches un espace à toi, sécurisé, pour digérer ce que tu vis ou ce que tu viens de vivre? Donc si la réponse est oui, vraiment, n'hésite pas à me partager ton ressenti par rapport à ces questions. Je serais vraiment heureuse d'échanger avec toi. Et si ces signaux ne disparaissent pas tout seuls, ils peuvent en tout cas être accompagnés, encore une fois. Ils n'ont pas besoin d'une grande révolution. Ça ne veut pas dire que lorsque tu es accompagné, dans ces moments-là, on va d'un seul coup révolutionner ta journée, pratiquer 3 heures par jour. Pas du tout, en fait, tu as besoin souvent d'un cadre, d'une direction et de quelque chose de très simple, justement. Et c'est ça que j'ai créé avec Reconnexion, qui est mon deuxième mentoring. En fait, Reconnexion, c'est un accompagnement de 6 semaines dédié à ta pratique personnelle, que tu sois guide de yoga ou pratiquante de yoga. C'est au rythme d'un live d'une heure et demie toutes les 2 semaines, un suivi par message entre les sessions, encore une fois, email, SMS, WhatsApp, ce qui marche pour toi, et un espace personnel sur ma plateforme qui comprend à la fois un livret d'accompagnement sur tout ce qu'on se dit, ce qu'on partage et ce que moi je t'invite à explorer, et l'enregistrement également de tes pratiques pour que tu puisses les refaire entre les lives et continuer justement soutenir ta pratique. Tu auras aussi accès à ma plateforme de replay, Evolve Yoga Shala, où il y a toutes les sessions hebdomadaires et les ateliers pendant toute la durée de l'accompagnement. Ce qu'on explore pendant cette session-là dépend entièrement de ce dont tu as besoin, toi. C'est-à-dire que moi, je viens vraiment à ta rencontre. Encore une fois, je n'ai pas de méthode tout faite. J'ai une boîte à outils hyper riche, hyper précieuse, et elle est à ton service. S'il n'y avait qu'une seule chose à retenir de cet épisode, ce serait ça. La solitude dans la pratique n'est pas une vertu. C'est souvent une habitude, voire un réflexe. Mais aussi la solitude dans la transmission n'est pas une vertu, c'est pas non plus quelque chose que tu dois subir. C'est une habitude, parfois même un réflexe. Et en fait, il suffit de s'ouvrir entre guillemets, fais-le. Une habitude, ça coûte parfois plus cher qu'il n'y paraît, et surtout en temps, en énergie et sur ton cheminement. Donc choisir d'être accompagné, c'est aussi faire preuve pour toi de lucidité, de détermination dans ta pratique et de ta transmission. Tu n'es pas seul. La solitude du guide de yoga et de la guide de yoga doit être brisée. On est tous et toutes là, en tout cas pour les personnes qui le veulent. On est là pour se soutenir, on est là pour s'accompagner. Il y a des personnes qui sont plus avant que toi sur le chemin. Appuie-toi sur ces personnes, viens les rencontrer pour qu'elles puissent, elles, à leur tour, te partager ce qu'elles ont reçu, comme moi. C'est vraiment ma passion de le faire. Est-ce que tu as peut-être déjà été accompagné dans ta pratique ou dans ta transmission? En tout cas, je suis curieuse de savoir où tu en es. Tu peux me le partager en commentaire sous cet épisode ou plus personnellement par email. Je serais ravie de te lire. Je réponds personnellement à tous les messages que je reçois. Si tu es encore là, c'est que cet épisode t'a donné des pistes de réflexion et d'inspiration. Alors pense à le soutenir en laissant 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée ou un pouce sur YouTube, voire même un commentaire. Mais surtout, si tu penses que quelqu'un a besoin d'entendre cet épisode, envoie-lui dès maintenant. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oublie pas, tout est déjà là.